Et on ouvre grand les portes de notre club de lecture sur la littérature de montagne aujourd'hui. Existe-t-il d'ailleurs des écrivains des villes, des écrivains des champs, des écrivains des cimes? Ce sont ces derniers qui nous interpellent aujourd'hui. Et oui, sûrement, Gaston Rébuffat, Roger Frison-Roche, entre autres, mais encore. Quels sont les livres de chevet et de montagne de nos invités? Jean-Marc Rochette, peintre et dessinateur de bande dessinée, illustrateur, invité de l'entretien aujourd'hui pour La Dernière Reine chez Casterman, co-créateur et illustrateur aussi de la série légendaire du transpersonnage. Rebonjour Jean-Marc Rochette, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre. Bonjour. À vos côtés, le romancier Jean-Christophe Ruffin, prix Goncourt, auteur dernièrement de Les Flammes de Pierre, paru l'an dernier chez Gallimard, qui s'inscrivait dans un grand décor de montagne. On a plaisir à vous entendre et à vous retrouver, Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Bonjour. La montagne, vous aimez l'écrire. On imagine que vous aimez aussi la lire, quoique peut-être que vous n'avez envie de la voir que dans vos propres yeux et pas sous la plume des autres. Si vous êtes un lecteur quand même de littérature de montagne. Oui, mais j'aime surtout y vivre. C'est-à-dire que c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu, pratiqué la montagne pendant des années. Et j'ai lu aussi des livres de montagne, mais j'avais une grande frustration, c'était de ne pas parvenir à en parler finalement. Voilà. Et c'est pas très évident, et c'est ce qui m'a conduit à réfléchir un petit peu justement à l'évolution de cette littérature de montagne qui a un peu disparu, qui par rapport à un âge d'or qui a sans doute eu lieu dans les années peut-être 40, 50, et qui allait avec la figure du guide, vous savez, la figure héroïque, tragique du guide. Voilà. Et depuis, c'est vrai que la montagne a un peu disparu des radars, je trouve, en matière littéraire. Je pense qu'on va en parler, mais il y a des raisons à ça. Il y a des raisons qui tiennent aussi à pratique, c'est-à-dire que là, depuis les années 70 et l'arrivée de l'escalade libre, avec des gens comme Patrick Edlinger, etc., qui avec son petit short, son bandana, là, en fait, il y a eu une sorte d'évolution de la montagne vers un petit peu la gymnastique. Enfin, l'escalade, d'ailleurs, maintenant, ça se pratique en ville, sur des murs, etc. Et ça a un peu perdu de son tragique. Et d'ailleurs, il est difficile d'expliquer aujourd'hui à quelqu'un ce que sont les degrés de difficulté. Parce que vous passez du 8 ou vous passez du 6, vous voyez, ça ne vous dit rien. Bon, au fond, c'est des mouches sur une vitre pour les gens. Voilà, et tout ça n'est pas tellement compatible avec le tragique et en tout cas le romanesque. Voilà. En tout cas, il faut le retrouver autrement. Jean-Marc Rochette, vous êtes d'accord sur cet âge d'or perdu qui se retrouve avec évidemment vos bandes dessinées, vos romans graphiques aujourd'hui et d'autres auteurs de bandes dessinées qui passent peut-être plus par l'image d'ailleurs que par la plume. Oui, et puis bien sûr, il y a eu toute une grande époque des années, mais aussi avant au 19e, il y avait des choses très, très belles. Je pense qu'effectivement, ils écrivent moins aussi, peut-être. J'ai pas d'exemple de littérature de montagne qui ont marqué à partir, effectivement, après les années 70, quoi. Enfin, comme ça, j'en ai pas, quoi. C'est étonnant. Donc, on va voir où vos choix de lecture nous mènent. Juste une question, avant de vous présenter Pierre Croze, Jean-Christophe Ruffin. Lui, c'est Chamonix, me disait Jean-Marc Rochette au début de l'entretien de l'émission. Vous n'étiez pas encore arrivé. Est-ce que c'est votre montagne déjà? Et est-ce que vos lectures dépendent à tous les deux de votre géographie? Alors, je vais faire une précision parce que chaque vallée ça c'est a son important, je pense. caractère. Je ne suis pas à Chamonix, je suis à Saint-Gervais, qui est une autre vallée, la vallée d'à côté, toujours sur le Mont Blanc, très près du Mont Blanc. D'ailleurs, le sommet du Mont Blanc est sur la commune de Saint-Gervais, on aime bien le rappeler. Et il y a une rivalité, dans laquelle on ne va pas entrer, mais entre les deux villes. C'est pour ça qu'il est important de préciser Oui, votre voilà. clocher. Sinon, je vais me faire houspiller après. Donc, non, c'est une région, évidemment, c'est un massif qui a été
le théâtre des grandes aventures alpines depuis le 19e siècle, en effet, mais aussi une grande partie du 20e, c'est-à-dire les grandes conquêtes, la face nord des grandes Jorasses, enfin les choses très marquantes. Et puis, évidemment, la littérature de montagne, parce que Frison Roche était guide accompagné de Chamonix, Premier de Cordée se déroule à Chamonix, il se termine d'ailleurs dans un refuge où j'ai aussi terminé mon propre roman, le refuge de la Charpoix, qui est un des plus typiques, parce qu'il est au pied des drues. Les pauvres drues d'ailleurs, qui ont pris cher ces dernières années, puisqu'il y a eu un éboulement tragique, qui n'a pas fait de victimes, mais qui laisse une énorme saignée au sein des drues. Donc la montagne a presque plus changé que l'aspect humain, c'est-à-dire que le refuge il est le même. Enfin là, il y a des travaux cette année, mais il n'a pas tellement bougé, le refuge de la Charpoix, mais la montagne, en revanche, a dégringolé. En tout cas, voilà, ce massif a été le siège de grandes aventures et un support littéraire très important. Et vous identifiez le massif des Écrins de Jean-Marc Rochette, hein. Vous êtes bien Ah ben, repérés oui, géographiquement bien sûr. tous les deux. Tout va bien. Je vous présente Pierre Croze, notre partenaire du site de lecteurs Babelio qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Pierre Croze. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Et vous, chers auditeurs, lecteurs de France Culture, dites-nous encore, si vous le souhaitez, #Book Club Culture, la montagne est souvent un personnage à part entière de roman, lequel vous a vous le plus marqué. Ni vous, Jean-Marc Rochette, ni vous, Jean-Christophe Ruffin, vous avez choisi, parmi les deux choix qu'on vous a suggéré de prendre, vous n'avez pas choisi Premier de Cordée, justement, sorti en 1942, grand classique de l'écrivain, guide, explorateur Roger Frison-Roche, l'enfant de Chamonix, qui nous a quittés en 1999. Pourtant, il fait, on imagine, partie de vos lectures, Frison-Roche. Il est un des maîtres de la littérature de montagne. Jean-Marc Rochette, ça n'a pas été dans vos premiers choix. Pourquoi ? Parce que il y avait un Frison Roche qui avait été pris. C'est par Jean-Christophe Ruffin, Voilà, déjà. donc je On va pensais y que venir. je ne voulais pas prendre deux Frison Roche. Mais vous êtes quand même un grand lecteur ? Ah oui, tout à fait. Premier de Cordée, c'est le premier livre qu'on lit. Pourquoi vous le recommanderiez aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas lu ? Parce que je ne sais pas si ça fait encore partie vraiment des lectures de la jeune génération. Ah, je crois que c'est encore c'est le mieux vendu, parce qu'il y a une dramaturgie qui est très classique. Je veux dire, le guide qui meurt en montagne, c'est une chose que tout le monde a vécu. Par exemple, à la Grave, je sais qu'on est surpris que les gens du pays ont plus trop de guides et ils disaient mais il suffit d'aller voir au cimetière, pourquoi on a arrêté de faire les guides, parce que c'est vraiment un métier qui est très dangereux, il faut le dire. Et donc Premier de Cordée, c'est ça, quoi. En plus sur une montagne emblématique, les Drues. Non, j'ai lu ça avec une passion énorme. Enfin, c'est très vieux quand même. J'ai dû lire ça quand j'avais 12 ans, ça fait quelques années, quoi. Oui, mais ça a coïncidé à ce moment-là avec ce que vous nous racontiez dans l'entretien tout à l'heure, cette découverte de la montagne, de Grenoble et ces cimes que vous pouviez voir là-haut. Et ça a dû contribuer à tout cet imaginaire que vous vous êtes formé avant de pouvoir vous-même y grimper avec vos propres crampons. Vous avez choisi de votre côté, Jean-Christophe Ruffin, de Roger Frison-Roche, Les Montagnards de la nuit, un roman publié bien plus tard en 68 qui met à l'honneur la résistance. On l'évoquait pour le Vercors avec vous, Jean-Marc Rochette, la résistance en Savoie. Les Montagnards de la nuit, ce sont les ouvriers qui travaillent sur le chantier du barrage de la Girotte. Pourquoi ce livre ? Tu vois, parce qu'il est moins connu que... Parce que, si vous voulez, Premier de Cordée, on ne l'a pas cité, je pense, ni Jean-Marc Rochette ni moi, parce que c'est une évidence. C'est-à-dire que de toute façon, on savait qu'on en parlerait. Donc, voilà, on n'a pas brûlé nos cartouches pour quelque chose de toute façon qui allait sortir. Oui. Non, mais Frison Roche a fait d'autres choses. Il a écrit aussi sur le désert, il a écrit sur plein de choses, mais il a fait d'autres livres sur la montagne. Et celui-là, c'est intéressant aussi, c'est qu'il évoque la résistance. Et avec quelque chose d'assez particulier de Frison Roche, c'est cette espèce de poésie. Par exemple, il y a un moment donné, je crois que c'est du côté du village du Tour, il passe et il voit des paysans qui labourent la neige à cheval. Il travaillait encore avec les chevaux à l'époque. Alors, comme ça, il est sur la route et puis il voit des paysans qui labourent la neige. Alors, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est absurde. Et en fait, il s'approche et il se rend compte qu'au printemps, juste avant, il y a tellement de neige à cette époque-là
qu'il commence en fait par pêler la neige, par dégager le champ, et donc il y a de la neige tout autour, et on a l'impression qu'ils labourent la neige. Mais en fait, ils labourent évidemment la terre, mais ils ont d'abord enlevé la neige. Mais ils n'ont pas pu attendre, c'est-à-dire que la saison est tellement courte qu'il y a cette image comme ça de ces chevaux qui labourent la neige. Et je trouve ça très beau. Et il y a des illuminations comme ça dans Frison Roche. Le vendredi, c'est la journée de l'Incipit de Mathias Sénard qu'on retrouvera à 13h25. Alors on peut peut-être commencer par cet Incipit des montagnards de la nuit de Roger Frison-Roche qu'on peut retrouver chez J'ai lu aujourd'hui. Quand ils débouchèrent dans la longue clairière, la lune se levait sur les crêtes, la pâleur des champs de neige laissait deviner, grâce aux ombres indécises, les reliefs arrondis des alpages supérieurs. On entre tout de suite dans cette description, hein, dès les premières lignes de ce livre. La forêt semblait s'arrêter brusquement à partir de cet endroit. Malgré la nuit, on pouvait distinguer la masse basse et trapu de 2 chalets d'alpage. La forêt bordait la clairière d'une muraille sombre qui allait se clairsemant, et plus haut, il ne restait de l'épaisse futaie que quelques petits sapins encapuchonnés de neige, comme des pénitents blancs. Quelle belle formule. Pierre Croze, vos lecteurs, ceux de Babelio, ont lu Les montagnards de la nuit. Qu'en Oui. ont-ils pensé ? Alors tout à fait, alors effectivement, il y a la poésie du livre, il y a la beauté de la nature qui est célébrée, je vais citer une ou deux critiques. C'est une œuvre poétique qui célèbre la pureté et la grandeur de la nature face à la barbarie humaine. On parlera peut-être de la guerre, évidemment, qui est au centre du roman. J'ai adoré dans ce livre les descriptions des paysages qui sont en mouvement constant, mais qui sont en fait uniquement de la roche et des pâturages. Mais il y a aussi la versatilité de la montagne qui est pointée du doigt par les lecteurs et qui est dans le roman. Car si la montagne est favorable à la clandestinité, elle n'en demeure pas moins sauvage et hostile, multipliant les risques et les dangers, la marche, la solitude, la peur, le froid, la nuit. Et ce sont deux auditeurs-lecteurs de France Culture qui, côté Roger Frison-Roche, citent 2 autres ouvrages, La Grande Crevasse de 1948 et Retour à la montagne de 1957. Là encore, toute la beauté et les dangers de la montagne en ressortent. J'ai immédiatement l'impression d'être au beau milieu de ces paysages montagnards. C'est ce que vous disiez, Jean-Marc Rochette, et je ne sais pas si vous êtes aussi un lecteur d'autres livres de Frison-Roche, dont Les Montagnards de la nuit, que recommande Jean-Christophe Ruffin aujourd'hui. Mais c'est ça la force de Frison-Roche, de montrer la montagne dans sa dualité, plus que d'ailleurs que dans sa complexité, à la fois belle et dangereuse, cette dichotomie que vous évoquiez. Bah, vraiment je pense que toute personne qui écrit sur la montagne sait pertinemment le danger qu'on a à y aller et la beauté qui en résulte. Le danger, enfin moi qui vis en montagne par exemple, et donc avec une route fermée, le danger je l'ai constamment, même quand je marche autour de chez moi. Je fais attention à ne pas me casser une jambe. C'est des endroits. Ça décuple aussi l'intensité de vie. Je pense que. Mais c'est peut-être l'avantage des livres, c'est que vous vous êtes cassé des jambes, vous êtes tombé de montagne, vous êtes peut-être mort à travers la littérature, et vous savez, en prenant la montagne, vous ne l'aviez peut-être pas su suffisamment lors de cette ascension en solitaire que vous avez réalisée et racontée, où vous avez failli mourir, que à tout moment, la mort est aussi là en montagne. Comme partout ailleurs, mais disons, en montagne, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires tragiques. Je peux en rencontrer des dizaines, quoi, et chaque année. Des choses, et je sais pas, on n'aime pas parler de ça, mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai perdu 2 amis dans le glacier long. Il faisait beau, il faisait super beau. On apprend qu'il y a deux morts, et puis tu t'aperçois que c'est des gens que tu connais bien, et c'est. Enfin, dans Frison-Roche, comme toute littérature de montagne, si elle passe à côté de ça, elle parlera pas de la montagne, quoi. En même temps, si je peux ajouter quelque chose, parce que en même temps, aujourd'hui, c'est un peu ce qui est triste, je trouve, c'est que l'accident a pris un peu toute la place. C'est-à-dire que la littérature de montagne de l'époque de Frison-Roche, il y avait la mort, il y avait la tragédie, etc. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait la poésie, il y avait la beauté, il y avait le plaisir d'être en montagne, etc. Puis finalement, dans cette période après, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on voit le plus quand on parle de montagne, justement, c'est l'accident. Alors c'est Tragédie à l'Everest, le bouquin de Krakauer, c'est ça qui fait sans parler des singeries à la Cliffhanger, etc. Mais bon, c'est la mort, etc. Or, si vous voulez, ça fait partie. Je pense que toute personne qui vit en montagne sait que ça existe, mais en même temps,
on n'y va pas pour ça. C'est pas non plus un domaine où il y On aurait n'y que va des surtout maisons. pas pour ça. On n'y va pas pour ça. Ouais. Et donc, c'est un peu frustrant de voir que la tragédie prend toute la place. Et moi, j'aime bien parler de la montagne autrement que sous une forme tragique. C'est Ce pour que, ça que ce que vous avez fait, hein, pardon, dans Les Flammes de Pierre, Jean-Christophe Ruffin, où vos personnages, sur ou dans cette immensité, sur ce chemin-là, cherchent et trouvent l'amour, hein. C'est un roman d'amour, hein, pour les lecteurs de Babelio, d'ailleurs, Les Oui. Flammes de Pierre de Jean-Christophe Oui, Ruffin. ça a beaucoup marqué les lecteurs. Les soubresauts de l'âme humaine, les ressorts de l'amour sont finement analysés. Un couple se forme et se déforme au fil des pages sans que jamais l'écriture ne tombe dans la mièvrerie ou l'affectation. Une deuxième peut-être critique, l'histoire est d'autant plus émouvante et puissante qu'elle met en scène des personnages qui se cherchent comme on cherche un chemin dans cette immensité, qui se jauge comme on apprécie une situation critique dans cette montagne vertigineuse. Elle sème comme on admire ces vastes espaces silencieux. Mais on ne peut pas être mièvre quand on fait un roman qui s'inscrit dans les montagnes, non, Bah, Jean-Christophe à Ruffin? un moment donné, dans le livre, je dis la montagne connaît le drame, mais pas le mélodrame. C'est Mhm. vrai qu'on est le bobo, c'est vrai que ça ne marche pas en montagne. Je veux dire, en revanche, le drame, oui, ça existe. Mais c'est vrai que cette idée d'arriver à parler de la montagne autrement que sous la forme de la tragédie, si vous voulez, pour moi, c'est un peu un combat, parce que dès que vous parlez de montagne, dès que vous dites, voilà, je reviens de Californie, j'ai été grimper, etc., et les gens vous disent, ah, mais alors, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches l'accident, tu cherches la mort? Pas du tout. Je veux dire, moi, je cherche la vie, c'est ce que je trouve d'ailleurs, c'est ce que j'aime. Donc, c'est un milieu qui est voilà, c'est un milieu de vie. Voilà. Et dans le bouquin de Frison Roche, Les Montagnards de la nuit, s'ajoute à ça une dimension que vous avez mentionnée, Pierre, c'est la guerre. Parce que, alors ça, c'est la tragédie dans ce livre ne vient pas de la montagne, mais elle vient de la guerre. Et ça, c'est très émouvant, parce que vous parliez des massifs. Bon, moi, je suis pas très loin des Glières non plus, hein. Il y a ces maquis là-bas. Moi, tous les ans, je vais grimper dans les Dolomites où il y a eu des combats très, très lourds entre les Autrichiens, les Italiens, etc. Ils ont créé des petits musées un peu partout. La guerre en montagne, c'est quand même très, très émouvant, parce que c'est des gens qui ont connu des choses vraiment très dures. Et en même temps, c'est pas triste que ça que je veux dire. Mais c'est aussi un refuge, hein, c'est aussi le lieu où on se cache. Ce n'est pas que la tragédie, comme vous Mais le non, dites. La mais montagne non. a sauvé des vies, en fait, ce que rappelle très bien Mais oui, Frison Roche dans ses romans. Qui a dit, Jean-Marc Rochette, la montagne comme paysage, ça ne me dérange pas trop, mais s'obstiner à grimper sur des tas de cailloux, ça me dépasse, d'autant plus qu'il faut toujours finir par redescendre. Alors à quoi ça sert, je vous le demande? ça, c'est mon grand-père qui a dû dire ça. Non, c'est le capitaine, Capitaine Haddock, c'est le capitaine Haddock qui doit probablement ressembler à votre grand-père ou, Oui, ou absolument. réciproquement. Ouais. Revenons-en justement à votre choix de lecture, Jean-Marc Rochette. Vous avez choisi de nous recommander une bande dessinée, et c'est Tintin au Tibet, 20e album de la série de Hergé que vous avez retenu. Dites-nous pourquoi ce choix de lecture. Parce que c'est toujours le piège, hein. C'est quel est votre Tintin préféré? Là, vous avez tranché. Oui, je tranche peut-être pas celui-là mon préféré, mais c'est celui-là qui m'a le plus marqué. D'ailleurs, c'est celui que je lisais enfant, là, que j'ai amené. Il est très beau, ouais, Et très oui, vieille et édition. 63, ouais. Et donc, il est parfait. Il est parfait. La recherche de Chang, déjà, une fois qu'on sait qu'il est vivant, qu'on le cherche, déjà, là, au niveau du cliffhanger, comme on dit maintenant, c'est très bien fait, quoi. Et puis, surtout, c'est un des rares livres, une bande dessinée qui est très très juste au niveau de l'aspect technique dans cette bande dessinée. C'est-à-dire au moment où le capitaine Haddock tombe, par exemple, pend au bout de sa corde, il veut prendre son couteau, voilà, et que tout est juste là-dedans, la façon dont Tintin tient la corde, la façon dont il se bloque sur un rocher, donc le tourne, essaie de se retrouver avec ses pieds. Et je me suis toujours posé la question, mais comment un type comme Hergé, qui est quand même un type du plat pays, avait pu faire une scène aussi juste? Et dernièrement, j'ai eu la révélation, c'est qu'il a travaillé avec Maurice Herzog. Il a demandé à Maurice Herzog, dans Annapurna Premier 8000, de lui expliquer comment ça se passait. Et donc, toutes les scènes, par exemple, même quand il tombe dans la crevasse, où il a retenu, et c'est ce que j'ai aimé, parce que j'étais un jeune garçon de Grenoble, et donc je voyais bien que c'était juste, quoi. Tout était juste, là.
entre autres. Ouais, et dans Tintin au Tibet, il y a peut-être toutes ces dimensions qu'on retrouve d'ailleurs dans vos albums, à la fois géographiques, à travers le récit que Herzog a pu lui en faire, probablement, mais aussi géopolitique. Là, on est sur la question politique au Tibet, écologique, parce qu'il parle déjà aussi de la disparition des espèces, et on est à la fin des années 50, hein, quand il signe les planches de ce Tintin au Tibet. Et puis une dimension philosophique, onirique, diriez-vous presque, hein, Jean-Marc Rochette. Ah oui, avec ça m'avait enfant, parce que là, je vais parler surtout de mes souvenirs d'enfant, quoi. Le lama qui vole, par exemple, je me suis toujours posé la question, mais il vole vraiment? Ou il y avait ce sentiment un peu de... Je me disais, mais ça, les gens volent pas quand même, et on voit bien qu'ils volent, littéralement, quoi. Et j'y croyais, je croyais qu'effectivement, on pouvait voler. J'ai dû l'essayer, enfant, j'ai dû essayer de méditer un peu pour voir si je pouvais décoller comme le lama, quoi. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non, 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 non. Et le Yeti, vous y croyez au Yeti? Ah, le Yeti, ah bah mince, est-ce que j'y crois maintenant? Non, malheureusement, c'est Messner qui disait avoir vu le Yeti. Non, le Yeti, je crois pas au Yeti, malheureusement, je crois que c'est... Mais vous y avez cru, c'est ce que vous Ah, j'y sous-entendez. croyais, mais j'ai cru très très longtemps, c'est comme le Père Noël, ça, le Yeti, on y croit, sauf qu'on arrête d'y croire, je pense, au Père Noël à 5-6 ans, et le Yeti, c'est plutôt vers 15-16 ans qu'on y croit plus. Les rêves en blanc de Hergé, vous êtes un Tintin-ophile, Jean-Christophe Ruffin, cette bande Ouais, dessinée surtout Tintin au Tibet, elle a compté pour Oui, vous? oui, oui, ah bah oui, bien sûr. J'ai lu avec passion ce livre. Alors, il y a aussi un accident d'ailleurs dans le livre, hein, puisque il va chercher un avion, une carcasse d'avion. Mais c'est amusant comment certains auteurs qui ne connaissent, enfin, qui n'ont pas de pratique de la montagne peuvent en parler bien. Il y en a qui se plantent complètement. Moi, j'ai succédé à l'Académie à Henri Troyat, qui avait écrit La neige en deuil, qui est un livre qui se passe à la montagne et qui est assez juste. Et j'avais cru d'ailleurs, pour faire son éloge et tout, je m'étais dit, quand même, il a dû pratiquer la montagne. Pas du tout. Alors, c'est pas du tout le genre, il était assez massif, etc. Il s'était traîné un peu sur les sentiers, mais il s'était très bien renseigné et il a fait un livre en allant voir des guides. Il avait épousé d'ailleurs la veuve d'un médecin de Chamonix et il s'était très bien renseigné, ce qui fait que La neige en deuil, du point de vue technique, est un livre qui tient la route. Et c'est très important parce que ça n'a pas le même goût quand un livre de montagne est écrit par des gens qui soit n'y connaissent rien et ne se sont pas renseignés. Là, ça ne va pas du tout, quoi. Là, Tintin ou Troya, ça va. Il a des bonnes chaussures, hein, Tintin. Vous avez regardé les chaussures que Hergé lui fait pour aller arpenter, grimper en haut du Tibet avec ses chaussures garnies de clous. On appelait ça des tricounis. Des tricounis, Des voilà, c'est tricounis, ça. ouais. Ouais, Et Milo est bien jaloux d'ailleurs, hein, avec de voir ses gros souliers cloutés sur les pieds de Tintin, là où lui ailes de doit mouche. courir. Elle de mouche. Tricounis, ouais. Les ailes de mouche, là où lui doit courir justement avec ses pauvres pattes sur les cailloux toute la journée. Pierre Croze, les lecteurs de Babelio ont apprécié ce Tintin au Tibet. Ils le classent parmi C'est le leurs préféré. lectures. Ouais. C'est le préféré des lecteurs de Babelio. Mais sur la montagne ou sur les Tintins? De tous les Tintins, c'est le préféré. Non, sur la montagne, je C'est reviendrai le plus populaire, C'est le plus d'accord. populaire, en tout cas, de tous les RG. C'est l'album le plus populaire. Alors, j'avais l'occasion d'en parler ici même, il y a quelques semaines, quelques mois, avec Olivier Schwartz et Mathieu Sapin. Ça l'avait provoqué un peu le courroux, ou du moins l'étonnement de Olivier Schwartz, le dessinateur, qui ne plaçait pas forcément cet album parmi ses préférés. Alors c'est vrai que c'est une histoire très étonnante, très inhabituelle parmi les aventures de Tintin. Et c'est peut-être ce qui plaît au lecteur, le côté plus personnel de cette aventure. Hergé nous offre une belle histoire où on lit entre les lignes une certaine fragilité chez l'auteur. Chang fut dans la vraie vie un proche d'Hergé qui nous dévoile ici un peu de lui-même. Une dernière peut-être, c'est une véritable aventure humaine qui se déroule ici. L'émotion est présente. On ressent une tristesse profonde pour Tintin qui reste déterminé à retrouver son ami. Le courage du jeune homme est un exemple à suivre. Et un tout dernier mot, parce que vous parliez du Yeti, il revient énormément dans les critiques. Beaucoup de gens espèrent, enfin ils croient plus vraiment, mais le citent énormément dans les différentes critiques. Oui, parce que la montagne est un personnage de littérature, mais le Yeti, forcément, fait partie. Ouais, est l'enfant de la montagne. France Culture avec nos invités, pas de Yeti aujourd'hui, mais Jean-Christophe Ruffin, romancier, et Rochette, Jean-Marc Rochette, auteur et dessinateur, illustrateur de bandes dessinées, peintre et sculpteur également. France Culture, il est 13h15.
On vous parle de lecture en haut des cimes, mais c'est normal que nos invités ont du coup placé la barre très haut avec 2 autres choix de lecture que vous portez, aujourd'hui, messieurs. Est-ce qu'on commence avec vous, Jean-Marc Rochette et Le Dépeupleur de Samuel Beckett? C'est pas le premier livre auquel on aurait pensé, de toute évidence, mais vous, oui, et c'est d'autant plus intéressant. Pourquoi? J'aurais pu prendre beaucoup d'autres livres, hein. J'aurais pu prendre du Samivel, j'aurais pu prendre du Lionel Terray, j'aurais pu enfin, mais là, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a des grimpeurs dans ce je sais pas si vous avez lu, mais il y a des grimpeurs. En fait, c'est une espèce d'absurde, d'horlogerie de l'absurde humaine. Et c'est des gens qui sont dans une espèce de puits blanc. Et les gens tournent. Il y a ceux qui tournent, ceux qui cherchent, ceux qui abandonnent. Et il y a des échelles qu'on pose, et ils s'appellent les grimpeurs, quoi. Ceux qui grimpent, ceux qui essayent de monter, quoi. Et cycliquement, ils continuent à croire qu'il y a un fameux secret ou une sortie ou un échappatoire. Donc ça m'a amusé, parce que d'abord, c'est un bouquin qui m'a marqué. Alors c'est une micro-société un peu comme dans le Transperce-Neige Voilà. que vous avez créé, Jean-Marc Rochette, et c'est un microcosme, comme vous le dites, en cylindre, hein, en cylindre surbaissé qui est peuplé d'êtres captifs, hein, dans ce cylindre et qui vont évoluer dans cet endroit imaginé par Beckett, hein. Ouais. Et Voilà. comment? Et donc ils cherchent un échappatoire, il y a des espèces de niches, et il faut monter. Donc il y a ceux qui acceptent de monter, il y a ceux qui refusent, il y a ceux qui... Alors il y a aussi une chose qui m'a marqué, c'est il y a le nord est marqué par une femme qui a, elle, définitivement décidé d'arrêter de bouger, elle est posée contre le mur. Et ça me faisait penser à ces gens qui sont des plots à la montée de l'Everest. À la montée de l'Everest, il y a des cadavres. Et ce personnage de femme là, avec ses cheveux rouges, m'a fait penser à ces espèces de. Donc un théâtre burlesque, tragique, avec ces grimpeurs. Donc je dis bon, je veux parler de ça parce que c'est un peu ça aussi le fait de grimper. On cherche quelque chose. Certains cherchent une espèce d'échappatoire en montagne. Alors évidemment, dans le dépeupleur, il n'y a pas d'échappatoire, hein. Non, et si d'autres suivaient son exemple, comme fatalement ils le feraient, on aboutirait à un spectacle de centre de 180 corps grimpeurs, moins les vaincus, voués au sol pour toujours, hein. Tandis, écrit aussi, et encore Beckett, que du grimpeur seul sur son échelle ou parvenu au profond d'un tunnel, toute la peau sans exception frémit, jaune-rouge pareil, et même certains replis et recoins dans la mesure où l'air y pénètre. Beckett, il a vraiment défini dans ce livre un code des grimpeurs, hein. Quel est-il, vous vous en souvenez, Jean-Marc Rochette? Ah non, là, Faut sécher, on invite les lecteurs à aller s'y plonger et le retrouver. Vous l'avez lu, Jean-Christophe Non, Ruffin? je ne l'ai pas lu, mais c'est un livre qui est un peu très en marge dans l'œuvre de Beckett. Et finalement, il échappe à beaucoup de monde. Mais du coup, grâce à vous, je vais... Petit livre paru aux éditions de Minuit, évidemment, comme toute l'œuvre de Beckett, à retrouver 50 pages à peine. C'est un plaisir de lecture pour vous, Jean-Marc Rochette, et c'est votre choix du jour. Il ne vous reste plus qu'à le lire, Absolument. Jean-Christophe Ruffin, et beaucoup d'auditeurs, j'imagine, aussi. Un mot, Pierre Croze? Beaucoup de gens ont trouvé une écriture radicale dans ce livre. Et peut-être, je ne sais pas si en montagne on a beaucoup de silence, mais il y en a énormément dans ce livre. Beckett n'écrit pas sur le silence, il dit le silence. Au fil de ses ouvrages, les pages se raréfient, les mots se concentrent, mettant en exergue l'absurdité de l'existence. Certains ont essayé de savoir s'il y avait un sens dans ce texte absurde. Formidable texte qui constitue avant tout une expérience troublante, interdisant de se défendre par l'interprétation. Aucune limite au désarroi existentiel que génèrent les mots, le rythme, aucun bord, le cylindre, au lieu de circonscrire, dessine au mieux une boucle infinie. On a le temps d'un dernier conseil de lecture, et c'est celui choisi par Jean-Christophe Ruffin, qui nous amène sur les pas cette fois d'un écrivain suisse, d'un écrivain vaudois, de Charles-Ferdinand Ramuz, avec La Grande Peur dans la montagne, un ouvrage publié dans les années 20. On parlait de cette littérature de montagne des années 50, 60 ou 40, 50. Là, on repart encore plus tôt, entre deux guerres, avec ce roman que vous avez choisi pour nous et qui raconte la destruction, hein, d'un village entier sous la force, sous le poids de la montagne, d'un éboulement de boue et de rochers. Pourquoi ce livre, Jean-Christophe Ruffin? Parce que justement, il conduit vers, je vais dire, d'autres... D'abord un autre rivages. écrivain, et puis vers cet espace francophone qui est assez riche dans ce domaine, parce que la Suisse, évidemment, grand pays de montagne, grand pays de montagnards, et Ramu a d'ailleurs
il y a des passionnés, il y a des associations, des amis de Ramu en Suisse. C'est un véritable, je dirais pas un culte, mais enfin presque. Comme Frison Roche à Chamonix, hein, Comme Frison Roche. en Mais alors, France. Ouais. voilà, Mm. mais c'est presque intermédiaire entre Beckett et Frison Roche, si je puis dire, parce que Ramu est quand même n'est pas aussi anecdotique. Frison Roche est très proche de ses sources. Les éditions Guérin, il y a 2-3 ans, ont publié les premiers de Corday avec des photos de tous les personnages réels dont il s'était inspiré. Et on voit que, bon, Ravanel le Rouge, etc., bon, tout ça, c'était des gens qui avaient existé. Et Frison Roche est très près de ça. Ramu est plus vers l'absurde, justement, c'est plus dépouillé. C'est moins anecdotique, c'est plus une vision philosophique c'est une perspective plus philosophique du destin de l'humanité à travers le destin comme ça du monde précis d'une vallée, mais qui pourrait, je dirais, être n'importe où. Si vous voulez, voilà, c'est plus une sorte de parabole sur ce sujet qu'un documentaire, alors que les livres de Frison Roche sont vraiment très documentés, quoi, et très documentaires. Ouais, voilà. Moi, cette montagne, je la prends quand tu voudras. Est-ce qu'il met aussi en scène, Ramu, dans ce roman, l'opposition homme-élément? Est-ce qu'il y a une cohabitation qui se fait? Je rappelle que ce roman a été écrit dans les années 20. Ou est-ce qu'on est déjà dans l'affrontement aussi entre l'homme et la montagne, les hommes et la C'est ça, mais montagne? justement, il est très prémonitoire de certaines visions qui aujourd'hui, dominante, je dirais, d'une approche, on dirait aujourd'hui écologique. Et au fond, c'est ce paradoxe d'une montagne. euh, on le vit tout le temps dans ces montagnes. C'est-à-dire, il faut que la montagne soit humaine. C'est bien que la montagne soit humaine. D'ailleurs, le drame en France, c'est qu'il y a très peu, il y a une agriculture de montagne qui disparaît. La montagne n'est plus entretenue, n'est plus cultivée. C'est beau, une belle montagne humaine. Quand on va justement dans les Aravis et qu'on voit ces pâturages bien entretenus, etc., c'est magnifique. Et en même temps, l'humain menace terriblement la montagne. C'est-à-dire qu'il y a eu sans doute un moment d'équilibre entre l'humain et la montagne. Et cet équilibre, aujourd'hui, il est rompu. Je rappelle qu'une des vallées les plus polluées de France, c'est la vallée de l'Arve, justement, qui mène à Chamonix, avec les camions, l'usine d'incinération de poubelles, enfin bref. Donc, il y a cet équilibre fragile dans ce rapport homme-montagne, humanité-montagne, et qui est très bien mise en scène d'une façon allégorique, en fait, hein, à travers ce texte. Et ce que beaucoup de critiques ont souligné sur ce roman de Ramu, c'est aussi la manière dont l'écrivain vaudois met en scène la montagne. C'est-à-dire qu'elle est au cœur de la dramaturgie, hein. L'histoire part d'elle, mais surtout en permanence s'imbrique avec cette montagne. Pierre Croze, et du côté de Babelio. Oui, alors il y a cet élément-là, la montagne avec ses beautés, ses traîtrises, et la grande prêtresse de cette histoire dont elle a le dernier mot, semblant se gausser des petitesses humaines et jouer à plaisir avec les nerfs de ses habitants. Et un mot, il y a peut-être des lecteurs qui cherchent des lectures effrayantes pour Halloween dans quelques jours. Le titre s'appelle La Grande Peur dans la montagne, et de fait, le livre fait peur. Ça a été... dans quasiment toutes les critiques que j'ai retrouvées sur le livre, il nous fait frissonner, l'auteur. Réveille en nous les peurs ancestrales. La montagne devient inquiétante, on ne regarde plus son voisin ni la nuit de la même manière. Quand on est seul tout là-haut, chacun devient suspect et les soirées au coin du feu prennent une toute autre couleur. Étrangement, les histoires à la lueur des flammes sont bien plus angoissantes. Donc voilà, peut-être un conseil de lecture dans cette période. Jean-Marc Rochette. Sur Ramu, il y a bien sûr Ramu d'Herborance. Il y a un livre moins connu qui s'appelle Présence de la mort de Ramu, qui est très intéressant parce que le climat se réchauffe très vite, en fait. Et c'est une histoire où le climat se réchauffe de 1 degré par jour, je crois. Et on voit toute la société se déliter, c'est-à-dire au départ, ça fait beau, et puis après, je crois que le lac Léman se met même à bouillir dans son histoire. Et les gens se réfugient en montagne de plus en plus haut, mais bon, bref, c'est un grand texte de Ramu, et je crois que je ne suis pas un grand styliste en littérature, mais je crois que c'est Ramu, en plus, c'est un très grand styliste. Je crois que c'est un des rares qui se trouvait grâce pour Céline.
Merci beaucoup à tous les trois, messieurs. Vous dire que les auditeurs, lecteurs de France Culture vous recommandent Première cordée de Roger Frison-Roche, Le Léopard des Neiges aussi de Mathieu Sand, Impossible de Eri De Luca, écrivain de la montagne par ailleurs, italien. Vous évoquiez les Dolomites tout à l'heure, Jean-Christophe Ruffin. La Félicité du loup de Paolo Cognetti, et puis plein d'autres livres qui réapparaissent. On évoquait La Grande Crevasse de Frison-Roche, mais aussi La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, qui vient par ailleurs de sortir un livre sur ces montagnes à lui. Et Henri Leblanc de Bienvenue au Club vous recommande quant à lui cette nouvelle plume crayon de la BD Jérémy Moreau pour les Pislis, qui nous fait voyager là encore de Paris à l'Alaska. C'est un livre sur fond d'anthropocène et d'humanité qui revient sur ce qui se joue aujourd'hui entre les vivants. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Christophe Ruffin, Jean-Marc Rochette, d'être venus nous parler de vos conseils de lecture. France Culture, il est 13h25. Il était une fois, c'est l'incipit du jour de l'écrivain et producteur de l'entretien littéraire sur France Culture, Mathias Sénard. Bonjour. Bonjour Olivia. Parmi toutes les façons de débuter un récit, il y en a une qui a fait ses preuves depuis bien longtemps et qui, de surcroît, nous est familière dès l'enfance. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. C'est l'ouverture du conte Riquet à la houppe de Charles Perrault, publié à la toute fin du XVIIe siècle. Il était une fois nous renvoie immédiatement dans un passé lointain et indéterminé où le merveilleux avait encore cours. Tous les contes de Perrault après Peau d'âne commencent par ces mots. Il était une fois, sauf, allez savoir pourquoi, le chat botté, qui s'ouvre de cette façon dans l'édition de 1697 des histoires aux contes du temps passé. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Ce qui est fascinant, c'est que cette formule « il était une fois », si elle n'est pas universelle, n'en possède pas moins des équivalents dans de nombreuses langues, européennes ou non. Once upon a time, bien sûr, expression attestée depuis le XVe siècle en Angleterre, mais qui a été popularisée par les adaptations des contes de Perrault par la suite. Ou encore Es war einmal, qui ouvre souvent les contes allemands des frères Grimm. Ou bien Érase una vez en espagnol. Toutes sont des calques de l'expression de Perrault « il était une fois ». Plus on s'éloigne de l'Europe, et plus on prend ses distances avec le cliché de Perrault. En arabe littéraire, Ken Yamaken Fikradi Mezzamen, littéralement fût-ce ou ne fût-ce point en des temps lointains, en persan Yekiboud, Yekinaboud, qui ressemble au turc Bir Varmush, Bir Yokmush. Il y en avait un, il n'y en avait pas. Autant de formules doubles entre ce qui était et ce qui n'était pas. L'univers du merveilleux se déploie alors quelque part entre le possible et l'impossible, entre ce qui est attesté et ce qui ne l'est pas. Pourquoi recourir à une formule toute faite pour ouvrir un conte ? Pourquoi ne pas débuter, comme le chat botté ou les contes de Canterbury, par le récit proprement dit ? Et comment expliquer l'immense succès de ces formules ? Les savants avisés notent que ces clichés sont souvent la marque d'une oralité fictive, d'une situation d'énonciation simulée. Si j'écris un conte, il faut me faire passer pour un conteur. Il me faut donc utiliser des outils, astuces et manigances propres à cette profession. Or, ce qui caractérise a priori le conteur, c'est sa voix. Il faut se faire entendre. Le monde de l'oralité n'est paradoxalement pas très causant, remarque Patrick Chamoiseau. Le silence parle aussi, et parle le plus souvent. Je voulais des réponses claires alors qu'il me fallait envisager les épaisseurs d'un monde. Laissons répondre à ces questions Blaise Cendrars, qui explique dans le conte inaugural Totem de son anthologie de contes africains « Un homme raisonnable ne peut parler de choses sérieuses à un autre homme raisonnable. Il doit s'adresser aux enfants. » C'était l'Inkipit de Mathias Sénard. Merci beaucoup. Merci à Bruno Barada aussi qui a programmé cette émission et à Joseph Julien qui l'a préparée. Demain, je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe de Bienvenue au Book Club à partir de 13h à Nantes. Nous serons en public du festival Les Utopiales pour parler des littératures de l'imaginaire. Rendez-vous demain si vous êtes par là, si vous êtes présent et l'émission sera écoutée lundi à l'antenne, sur l'antenne de France Culture.